On fait moitié-moitié comme on a fait la dernière fois. D'accord. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée. Merci Nelda, merci à tous et à toutes d'être venus. Merci à tous nos amis internautes qui nous rejoignent en ce moment sur Facebook. Aujourd'hui, on va parler de famille, on va parler de généalogie, et on va parler d'émotion, et on va parler de comportement. Donc, des choses, ma foi, que tout le monde connaît, a priori. Mais on va certainement aborder ces choses-là sous un angle un petit peu différent. Donc, pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas me connaître, je suis Roméo Courmal, je suis coach intuitif. Alors, qu'est-ce qu'un coach intuitif? C'est un coach qui utilise le processus le processus cérébral de l'intuition pour ses accompagnés. Alors, j'ai bien dit le processus cérébral de l'intuition parce qu'il y a bel et bien un processus cérébral de l'intuition. D'accord? L'intuition n'est pas que quelque chose au feeling, même si ça y ressemble, mais derrière ce feeling, il y a bel et bien une réalité, justement, une réalité en tout cas cérébrale, une réalité neurologique. Okay? Donc, je suis spécialisé en fait dans ce que j'appelle la mécanique relationnelle. Je dis souvent qu'on ne peut pas mettre des humains en équation plutôt. On ne met pas des relations en équation, et pourtant il y a bel et bien des mécaniques relationnelles qui sous-tendent finalement nos comportements et qui permettent de lire justement nos comportements, nos interactions. Oups. Alors, si je baisse la patronne, ça va le faire. Et donc ce soir, on va parler. Alors, je vais partir de situations que je vois fréquemment dans les accompagnements pour justement expliquer justement les mécaniques qu'il y a derrière. Donc, on va parler histoire de très 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 original. On va parler de relations hommes-femmes, par exemple. On va parler de rapport à l'argent. Et on va parler également donc des comportements liés à l'argent, et on va parler également de la survenue de certaines pathologies que l'on voit de façon récurrente, comme ça, dans des lignées généalogiques. Et on va voir en fait finalement ce qu'il y a derrière. Je ne suis pas médecin. Je ne prétends pas avoir un discours aussi pointu que des personnes comme, je sais pas, le docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte, qui a fait toute une étude, qui a écrit plusieurs bouquins que je vous recommande d'ailleurs là-dessus, dont le premier s'appelle « Et si la maladie n'était pas un hasard ». Donc il y a vraiment des choses, et puis le docteur Luc Baudin, qu'on connaît un peu plus, et d'autres, le docteur Chantal Chalère, etc. Donc je ne vais pas aborder l'aspect justement purement médical de la chose, mais la survenue justement en tant que compensation symbolique. Donc, on attaque tout de suite. Voilà. On attaque tout de suite. Si maintenant c'est la patronne qui a l'accident du travail, ça va pas être Alors, je vais partir d'une situation que j'ai trouvée plusieurs fois de femmes particulièrement qui sont venus me voir en me disant je veux avoir un enfant, je n'y arrive pas. Bon, il y a des médecins pour ça, il y a des démarches médicales pour ça, de procréation, etc., d'appel à la procréation. Oui, mais ça ne marche pas. Bon, ok. Et je veux vivre ça bien finalement. Moi, là où je peux intervenir, c'est faire en sorte que la personne vive bien sa situation et comprenne finalement à quel niveau elle peut justement créer sa situation. Et puis, d'ailleurs, souvent, c'est les mêmes, viennent me dire, voilà, je n'arrive pas non plus à me stabiliser dans une relation de couple. Bon, ça, c'est beaucoup plus fréquent.
puisque j'ai développé effectivement une certaine expertise dans l'accompagnement des relations dites toxiques. Et du coup, j'ai un peu la réputation du gars qu'on vient voir quand la relation passe pas. Donc, voilà. Et en fait, je m'aperçois d'une chose. Quelqu'un qui veut justement se mettre en couple. Et malgré tout, et fait des efforts conscients. Hein. Je ne parle pas de gens qui, ok, bon, si j'aimerais tant. Je parle vraiment de personnes qui font des efforts conscients. Des personnes qui mettent en place des stratégies. Des personnes qui vont se faire accompagner par des coachs en séduction, dont je ne fais pas partie, s'il vous plaît. Par même des conseillers en images. Des personnes qui font des choses vraiment très, très intéressantes. Et pourtant, eh bien, ça ne le fait pas. Et à partir d'un moment, ces personnes me disent, mais il y a un truc, je suis à peu près sûr qu'il y a quelque chose chez moi qui fait que. Alors, typiquement, je vais donner un cas un peu grossier, mais il est extrêmement fréquent. Ce n'est pas tous les cas, mais il est encore une fois très fréquent. Donc, imaginez-vous une petite fille élevée par sa grand-mère et son grand-père. Un couple parfaitement heureux, 56 ans de mariage, la complicité du premier jour, tout va bien. Et bien sûr, comme ce sont des grands-parents, ils adorent leur petite fille. Bon, je ne vais pas aller très loin avec ça. Et figurez-vous qu'un jour, ce qui peut arriver dans la vie, eh bien, le grand-père décède. Parce que même en se mariant tôt, après 56 ans de mariage, ça fait un peu beaucoup en termes d'années. Alors, bien sûr, tout ce que peut représenter la perte d'un proche, tout ce que peut représenter la perte d'un parent, tout ce que peut représenter la perte d'un grand-parent. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une grand-mère qui, certes, a perdu effectivement son compagnon, a un chagrin énorme, mais pour des raisons sur lesquelles on va pas s'attarder, parce qu'en réalité, c'est pas si important. J'ai envie de dire, la charge émotionnelle n'est pas extériorisée. La charge émotionnelle n'est pas conduite. Et donc, la particularité d'une émotion, c'est qu'elle est censée sortir, l'émotion, on l'a vu la dernière fois, mais cette charge n'est pas sortie. Cette charge n'est pas conduite. Qu'est-ce qui va se passer? Par phénomène d'intrication et j'ai même envie de dire par sympathie, finalement. La petite fille va ressentir et vivre très fortement le chagrin de sa mamie. D'accord? Et finalement, on va même se construire autour de ce chagrin-là. Autour vraiment d'une masse émotionnelle, d'une charge émotionnelle de chagrin. À ceci près que, il y a bel et bien un apprentissage, n'est-ce pas, qui a été fait. Alors, d'un point de vue purement neurologique, qu'est-ce qu'un apprentissage? Un apprentissage, grossièrement, c'est l'affectation de ressenti à une information. Quelle que soit l'information, il y a un ressenti, effectivement, qui est affecté à cette information. Pourquoi? Parce qu'au moment où je reçois cette information, eh bien, je suis dans un état d'esprit. Je suis dans un ressenti intérieur. Pour peu que ce ressenti soit très fort, on va parler d'ancrage. Pour peu que ce ressenti soit extrêmement fort et même très désagréable, on va parler de traumatisme. Pour peu que ce ressenti soit particulièrement désagréable, particulièrement angoissant, et vécu dans une certaine obsession, vécu comme limite mortifère, on va parler du développement d'une phobie. D'accord? La phobie est un sur-apprentissage. D'accord? Donc, qu'est-ce qui arrive à cette petite fille? Elle grandit avec le chagrin de la séparation, du décès finalement,
de papy, mais surtout le chagrin de mamie. Et donc, qu'est-ce que... Donc, vous avez compris que la charge émotionnelle, c'est chagrin. Le chagrin est très fort. Okay, mais c'est quoi l'apprentissage qu'il y a autour? Papy et mamie, ils étaient en couple. Papy et mamie, ils étaient heureux. Papy et mamie, ils avaient 56 ans de mariage. Papy et mamie, certes, ont connu des hauts et des bas, mais papy et mamie étaient des gens qui s'aimaient. Okay, tout ce que je viens de vous dire derrière papy et mamie, dans le cerveau de la petite, sera affecté de cette même tonalité émotionnelle. Le couple, les 56 ans de mariage, l'amour, la complicité de papy et mamie. Tout ça est la séparation. Pour peu que cette petite n'ait pas eu l'opportunité d'exprimer, ne serait-ce que de verbaliser en fait cette situation, qu'est-ce qu'elle va développer? Toute chose égale par ailleurs, bien sûr. Elle va développer justement ce qu'on va appeler un retraitement temporel. Parce que la situation qu'elle a vécue est trop difficile pour qu'elle y pense tout le temps. Elle vit ça dans une certaine obsession, elle vit ça comme étant sans solution, parce que papy est parti. Et mamie est en chagrin, mamie est en chagrin. Et donc, il n'y a pas de solution. Elle vit ça dans l'obsession et elle se sent complètement seule. Elle vit ça dans une certaine solitude. Heureusement, cette petite, on va appeler Anaïs, a un ami fidèle. C'est toujours le genre de truc quand on fait, on se dit, mais j'espère que je ne vais pas tomber juste. Qu'est-ce qui va arriver à Anaïs? Anaïs va faire appel, enfin, son meilleur ami, en fait, va débarquer. D'ailleurs, ça fait un moment qu'il est là. Il a dit meilleur ami, et son meilleur ami, c'est son cerveau. Que va faire son cerveau? Il va couper le ressenti. Il va couper le ressenti parce qu'Anaïs ne peut pas aller à l'école, se faire des amis, grandir. Elle ne peut pas assurer les actes quotidiens, les actes élémentaires et basiques de la vie quotidienne avec cette charge émotionnelle. Donc le cerveau, c'est plus fin, c'est fini. Mais quand il a coupé le ressenti, donc le ressenti, il n'est plus conscient. Il se trouve qu'Anaïs, comme chacun d'entre nous ici, a 5% d'activité consciente. C'est génial. C'est-à-dire qu'il y a 95% qui sont complètement inconscients. Et donc, le traitement de cet événement, de cette série d'événements, sera fait dans l'inconscient. On appelle ça le retraitement temporel. Et comme le cerveau, c'est une machine mécanique, elle connaît qu'un seul temps, c'est maintenant. D'accord? Le futur, le passé, c'est pas trop ce que c'est. Le cerveau connaît maintenant. Et donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 60 secondes par minute, le cerveau va faire un retraitement temporel et il va s'assurer qu'aucun des éléments qu'a vécu dans Anaïs ne s'approche d'elle. Aucune des informations affectées, frappées, j'ai envie de dire, de cette tonalité émotionnelle ne doit s'approcher d'elle. Aucune. Amour, couple, comme 6 ans de mariage, complicité, etc. Aucune de ces informations ne doit s'approcher d'elle. Vous avez bien compris, tout simplement pour quelqu'un de ça. Parce qu'en fait, le but du retraitement temporel, c'est que vous avez imaginé, je sais pas, vous avez ce câble-là et vous faites passer 100 000 volts, ça crame. Et quand un corps crame, on appelle ça une bande clinique. D'accord? Or, le meilleur ami d'Anaïs, son cerveau, a une seule mission, c'est assurer la survie d'Anaïs. D'accord? Donc, on va empêcher que ça crame, on va empêcher qu'elle ne disjoncte. Ok? Toute chose égale par ailleurs, Anaïs arrive à 18 ans, 22 ans, 25 ans. Et la vie est en ce qu'elle va rencontrer des charmants messieurs, des charmants femmes d'ailleurs,
la vie étant ce qu'elle est, elle aura comme un appel à procréer. Elle aura envie de fonder une famille. Elle aura envie, justement, d'une certaine complicité, parce qu'en plus, elle se rappelle de la complicité des papiers de la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour employer un langage courant, elle va toujours s'attirer des mauvais. Ce ne sera jamais les bons. Ce sera toujours des hommes fuyants. Ce sera toujours des hommes peu câlins. Et ce sera toujours des hommes froids, j'ai envie de dire, pas dans la complicité du tout. Elle va entrer dans une relation, au bout de 6 mois, clac. Bon, on est jeune, bon, voilà. C'est la prochaine fois. Ben, la prochaine, ça va durer 1 an. Bon, ok, d'accord. On est étudiant, ça va. Et puis, de fil en aiguille, d'année en année, Anaïs a 30 ans. Toutes ses copines commencent à se marier, à se taxer, à se mettre ensemble, etc., à faire des gosses. Et elle n'y arrive pas. Donc, elle va avoir son médecin, elle fait le check-up. Ah ouais, tout fonctionne, la machine fonctionne, mais tout fonctionne à merveille. Anaïs a une santé, mais au top. Anaïs est belle comme un cœur. Anaïs est en plus une fille super intelligente. Mais curieusement, personne ne veut. Où elle s'arrange pour s'amouracher, justement, d'un homme qui n'aura certainement pas envie de vous passer la bague au doigt. Genre, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants. Ben alors, c'est occupant. Mais alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait, ça? Comment ça se fait? Ben, Anaïs a un cerveau, encore une fois. Et l'homme, en fait, en face, il a aussi un cerveau. Et on sait aujourd'hui que les cerveaux communiquent avant que les gens en dessous ne se rencontrent. C'est sympa. Ils font des trucs comme ça veut dire. Des petits sabotés. Non, mais n'importe quoi. Et donc, du coup, et on parle bien de communication. Hein. On n'est même pas en train de parler de résonance. On est vraiment en train de parler de communication. On est en train de parler d'une population qu'on appelle la population des neurones miroirs, qui fait que les neurones miroirs concernent le cortex, ce qu'on appelle le cortex sensorimoteur. Donc, c'est véritablement sensori, dans le sens, hein, moteur. Imaginez le comportement d'Anaïs. Et donc, le comportement d'Anaïs sera d'aller vers des personnes qui ne sont pas trop intéressées sur le CD, qui ne sont pas trop sur ça. Et en plus, des personnes qui, justement, n'ont pas cette complicité-là. Des personnes qui n'ont pas cette fibre-là, cette tendresse, qui n'ont pas ça. C'est vrai que, voilà. Et donc, Anaïs, à quoi elle a eu? Elle a beaucoup de chagrin et elle se dit, mais il y a un souci. Il y a un vrai souci. Et en fait, quand Anaïs vient voir un coach intuitif, mon néocornal par exemple, mais à toi là, qu'est-ce que mon néocornal va lui dire? Ben, il va lui dire, écoute Anaïs, en fait, en vrai, tu sais quoi? Tu ne veux pas te marier. Tu ne veux pas être heureuse. Tu ne veux pas avoir d'enfant. Tu n'en veux pas. Et là, elle me dit, non, je t'assure, je fais des trucs, je suis inscrit dans machin, je suis suivi par un tel, je sais que tout fonctionne, je suis inscrit sur 3 sites de rencontres, etc., etc. Et je sais que je suis quelqu'un de bien, j'ai pris des cours de PNL, machin, de trucs. Tu dis, ouais, j'entends ce que tu me dis, mais tu ne veux pas te marier. Tu ne veux pas être heureux en couple. Tu ne veux pas avoir un enfant. Et c'est là où le discours est très difficile à entendre. Mais en réalité, vous avez bien compris, c'est pour ça que je voulais raconter dans cet ordre-là, vous avez bien compris qu'effectivement, 95% d'analyse ne voulant pas, on peut estimer que 95% d'analyse, c'est Anaïs. Donc, Anaïs ne veut pas. Maintenant, on a bien dit que c'est l'inconscient d'Anaïs qui ne veut pas. Donc, Anaïs ne sait même pas qu'elle ne veut pas. C'est simplement, d'après son comportement, qu'avec le recul, moi qui n'ai pas l'engagement émotionnel qu'elle a, avec le recul, je sais. Je dis, Anaïs, en fait, regarde,
ce que tu veux, ce que tu vis et ce que tu veux. Et si consciemment, la partie de toi qui décide d'aller là, mais la partie de toi qui fait n'y va pas, et la partie de toi qui fait ne veut pas y aller. Et tu sais quoi? Il n'y va pas. Il n'y va pas. Alors, c'est seulement, je n'ai pas trouvé d'autres méthodes, il y en a certainement d'autres, mais c'est seulement quand le sujet, pas pour ce terme, je n'ai pas trouvé d'autres, l'individu, quand l'individu va admettre qu'effectivement, non, je ne veux pas. Maintenant, si tu ne veux pas, pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Parce que si tu ne veux pas, c'est qu'en réalité, s'il y a un conflit comme ça, je fais tout ce qu'il faut pour, consciemment, je dis à la terre entière que, mais il se trouve qu'à chaque fois, c'est échec sur échec sur échec sur échec sur échec sur échec. Alors, les gens appellent ça échec sur échec sur échec sur échec sur échec. Mais comme je verse beaucoup dans la neuroscience et la neuroscience, moi je vois succès, 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 succès. Je vois une machine complètement parfaite qui a un objectif. Et comme je dis, on n'échoue jamais à réussir. On n'échoue jamais. On réussit à échouer, mais on n'échoue pas à réussir. Parce que l'objectif, encore une fois, du cerveau, c'est d'être cohérent. Et le cerveau a appris que l'amour, ça tue. La preuve, simplement. Que l'amour, ça fait mal. La preuve, le cerveau a appris que les relations de longue durée, ça finit mal. Ça finit très mal. La preuve, il y en a une relation, c'est pas tout. D'accord? Le cerveau a appris que la complicité, ça brise le cœur. Et le cœur, on a un petit peu besoin pour vivre. Donc le cerveau a appris tout ça. Et c'est dans le comportement, justement, tu ne veux pas. Et reconnais la perfection de la chose. Non, tu ne veux pas. Et en fait, tu ne veux pas pour ne pas mourir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va faire une résolution, finalement, on appelle ça un deuil dans le langage courant. On va faire une résolution, finalement, de conflit. Une résolution de trauma. Une résolution de trauma, ça se fait. Alors, j'aime bien les thérapies cognitives et comportementales à ceci près que on n'est pas dans le comportement, on n'est pas dans le cognitif. On est dans le limbique, on est dans le subconscient. On n'est pas dans l'analyse, on n'est pas dans l'intellectuel. On est vraiment dans quelque chose de purement émotionnel. Et les réponses cognitives à des problèmes émotionnels ne marchent pas. C'est pas que les gens sont stupides, hein. C'est que ça ne marche pas. Demandez à votre pharmacien de vous parler de votre plomberie. Je parle de la plomberie étudiée, ouais. Ça risque de ne pas marcher. Il y a une seule personne qui a suivi là-dedans. Excellent. C'est excellent.
Et donc, vous avez compris qu'en fait, en vrai, rien qu'en changeant le point de vue, rien qu'en changeant justement, en acceptant et en admettant, et encore une fois, je sais bien que c'est compliqué, je sais bien, parce que je parle à des gens qui ont investi beaucoup de temps, qui ont investi même beaucoup d'argent, qui ont une volonté de faire pour atteindre des objectifs que systématiquement ils évitent. Systématiquement ils passent à côté. Déjà intuitivement, je peux me dire, bon, je veux bien, mais le point commun de tous ces échecs-là, entre guillemets, c'est toujours la même personne. Bon, peut-être que, admettons que. Et en fait, la dialectique, en fait, auquel j'invite ces personnes, c'est de se dire, voilà, d'accord, je ne veux pas. Je suis d'accord avec ça. Je ne comprends pas, hein, mais c'est pas grave. Ok, je sais que je ne veux pas. Je ressens que je ne veux pas. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne veux pas? Et c'est là que va remonter l'information. L'information, on monte toujours, hein, c'est pas la peine. Parce que quand on pose une question à un cerveau, il va travailler, il va tourner, il va tourner, il va tourner, il va tourner, jusqu'à ce qu'il trouve la réponse. Il va toujours trouver la réponse. De jour comme de nuit. Hein. Ça fonctionne de jour comme de nuit. C'est pour ça que j'ai inventé un peu. Il y a deux choses. Ça fait 20 ans que j'accompagne des gens. En 20 ans, j'ai inventé deux choses. Pas très positif sur la matière. Mais dans le même temps, il y en a qui inventent. Le premier processus que j'ai inventé, j'ai appelé ça le pardon thérapeutique. Et le deuxième, c'est tout récent, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. J'appelle ça le questionnement et disruption cognitive. C'est un peu pompeux, hein, je sais. Mais c'est pas bon de la raconter. Mais c'est pas bon de la raconter, c'est qu'en fait, j'ai pas trouvé d'autres expressions pour expliquer ça. Un questionnement à disruption cognitive. C'est-à-dire que c'est un questionnement et la question elle-même va provoquer une disruption cognitive. C'est-à-dire que le cerveau, il va, en créole, chez moi, on dit tourner folle. C'est-à-dire qu'un truc qui tourne folle, en fait, c'est que vous avez une vis, vous vissez, vous n'avez pas de vis. Il tourne folle. D'accord? Ça tourne folle. Et précisément, c'est au moment où justement on accepte de dire, ouais, j'ai pas la réponse, qu'on va justement provoquer aussi un processus intuitif. Qu'est-ce que le processus intuitif? Le processus intuitif va aller chercher, ne pas chercher d'ailleurs, va manifester des réponses à des questions, des informations que l'on n'a pas apprises. Mais l'intuition va également révéler des informations inconscientes, puisque l'intuition est un jaillissement de l'inconscient vers le conscient en passant par une transformation. Bon, c'est dit de façon un peu comme ça. Une information qui passe de l'inconscient au conscient en passant par le subconscient. C'est tout ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc le principe, il est vraiment là. Donc le comportement que j'ai, la première des choses, mais vraiment la toute première des choses, qu'il est fondamental d'arrêter de faire, c'est de s'auto-flageller. De se trouver nul, de se trouver j'y arrive pas. Mais si tu y arrives, c'est une perfection. Tu arrives à ne pas avoir de mari. Tu arrives à ne pas avoir d'enfant. Tu arrives à ne pas avoir de complicité. Tu arrives à ne pas te protéger finalement du chagrin. Parce que c'est du chagrin dont ton cerveau a peur. C'est du chagrin dont ton cerveau veut te protéger. Parce que si tu vis ce chagrin-là, tu vas mourir encore. Quel est le meilleur moyen de se protéger du chagrin? C'est de ne pas mourir. Il n'y a pas mieux que ça. Il est impossible d'avoir du chagrin si on ne ressent pas de l'amour. Et figurez-vous qu'il se passe exactement le même mécanisme sur les personnes qui viennent voir des endettés chroniques. Les endettés chroniques. Alors, j'ai été un endetté chronique. Oui? Ah, attends. Sympathique, la semaine. Les endettés chroniques.
Je crois qu'en Afrique, on appelle ça des MPRC. Des gens ma mère avait une expression, elle disait que chalet de l'entonnier, c'est-à-dire que c'est des gens qui transportent de l'eau dans un panier. Le panier d'osier, c'est pas très étanche. Pour transporter de l'eau, c'est pas trop sympa. Mais bon, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des personnes. Prenez quelqu'un, et alors pour le coup, allez, faisons l'inverse. Quelqu'un qui vient voir, qui dit voilà, je suis diplômé de machin, j'ai telle compétence, comprends pas pourquoi, machin. J'ai monté des entreprises, j'ai connu des trucs, j'ai inventé des choses, je suis méga excellent. Et paf, j'ai des dettes de trucs, il y a mon associé qui s'est cassé avec le fric, etc. Il y a la pression fiscale parce qu'on est en France, tu comprends, machin. J'y arrive pas. Une première fois, deuxième fois, une deuxième fois, une quatrième fois. Et comme le mec c'est un serial entrepreneur, au bout de 7 tentatives, il vient voir, il dit écoute, il y a un problème. Il y a un problème. Ouais, c'est quoi le souci? C'est que à chaque fois que je monte un projet, à partir de certains seuils, paf, le truc se casse la gueule. Et quand je regarde en arrière, je vois les sept entreprises que j'ai montées, ça s'est planté. Quand j'ai transmis l'entreprise a prospéré. C'est argent. Ça fait rien. Et donc, il y a un souci. Et je vois effectivement, il y a un jour, il y a qui m'a dit je ne supporte pas d'être à 50 000 frais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends que ce soit gênant. Ouais, 50 000 frais, quand même. On a eu tout à l'heure des pessimistes, là. 50 000, tu imagines? Putain, qu'est-ce qu'on fait avec 50 000 frais? Et donc, je ne supporte pas d'être à 50 000 frais. Et en fait, c'est des gens. Alors, selon qu'on ait l'approche de banquier qui va vous dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer et qui a des revenus mais qui est tout le temps à découvert, etc., ouais, ça ne me satisfait pas. Neurologiquement non plus, ça ne me satisfait pas de me dire que le gars il sait pas faire. Ça me satisfait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va découvrir finalement dans l'histoire de Manuel? Manuel, effectivement, c'est un entrepreneur de ouf, hein, il est très bon dans son truc. Mais quand il fait, il s'arrange pour planter son truc. Et il s'arrange également pour être toujours en vie. Alors, de quoi est-ce que Manuel se protège? On a fait rapide, parce que vous avez compris que Manuel n'échoue pas à prospérer, il se protège de quelque chose. Il se trouve que Manuel vient d'une famille américaine. Je vous jure qu'il n'a pas fait exprès. Emmanuel, en fait, a dans ses aïeux, pas si loin que ça, un vague grand-oncle qui s'est jeté par la fenêtre un certain soir de 1929. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé en 1929? La crise de 29. Jeudi noir. Beaucoup de gens qui, effectivement, il faut se replacer dans le contexte. Il y a des personnes qui ont fait fortune en train de parler de l'époque où, je ne sais pas si Carnegie était encore vivant. Si, il était encore là. Non, il n'était pas encore là. Mais il n'était plus là. Mais on est dans cette période-là. On est dans le début du siècle, le début du XXe siècle, avec le boom de l'acier, du mobilier, de l'achat. On est aux États-Unis. D'accord? On est dans des niveaux de fortune impressionnants. On est dans des trucs terribles. Et puis, crac, boum, les partenaires. Et ça se jette par la fenêtre, etc. C'est d'ailleurs depuis ça qu'on a inventé dans les bâtiments des fenêtres anti-suicide. Les fenêtres anti-suicide.
Je vous assure que c'est vrai, j'ai découvert ça parce que j'étais dans une vie passée, je travaillais à l'administration. Non, j'en suis tout à fait fier. Je suis tout à fait fier parce que j'ai accompagné beaucoup de gens et ces personnes-là ont été mon laboratoire. Et effectivement, il y a un collègue qui me dit, non, mais ça, c'est ne pas ouvrir plus que ça, parce que c'est une fenêtre anti-suicide, pour éviter que les collègues ne se jettent dans l'eau. Personne ne s'est posé la question, pourquoi ils voudraient se jeter dans l'eau? C'est un autre débat. Et donc, du coup, en plus, j'ai appelé mon ça. Ici, vous avez la fortune. En France, on a une expression qui s'appelle le revers de fortune. Okay. Vous voyez, tu l'as vu, tu l'as pas vu. La fortune, le revers de fortune. Le revers de fortune, la chute. D'accord? La chute, quelqu'un qui a connu, effectivement, qui est monté très haut dans l'échelle sociale, et qui termine limite SDF, mais il n'a pas eu le temps de terminer SDF parce qu'il est passé dans le temps. D'accord? Donc, on est sur quoi? On est sur quelqu'un qui, effectivement, a parce qu'on a dit, non, on a dit, mais les traumas dont on est en train de parler, les apprentissages dont on est en train de parler, les phobies dont on est en train de parler, c'est quoi? Ce sont des expressions génétiques. D'accord? Il y a une physiologie de la croyance. Il y a une expression génétique du traumatisme. Okay? Et il se trouve qu'un patrimoine génétique, ça se transmet par la procréation, mais pas que. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, d'ailleurs c'était ici, qui m'a dit, mais si il a déjà un enfant, le gars là, l'arrière-grand-oncle là qui s'est jeté, ouais, mais s'il a déjà un enfant, en fait, quand le gars il s'est jeté, il avait déjà créé son enfant. Enfin, procréé. Il avait déjà fait. Comment ça se fait que? Ça se fait que un phénomène qu'on appelle l'intrication quantique. Vous avez un système, on va l'appeler maman, et dans le système, vous arrachez un morceau, on va l'appeler l'enfant. D'accord? Mais pour ça fonctionne aussi pour papa. Qu'est-ce que va dire finalement, qu'est-ce que va démontrer la physique quantique? Vous prenez deux cellules du même système, vous les mettez à 103 milliards de kilomètres l'un de l'autre, vous affectez la cellule, une cellule, et l'autre cellule de fond. Exactement comme si elle avait, elle aussi, été stimulée. Or, on sait que, et c'est pour ça qu'on parle d'intrication, la vitesse de réponse de la deuxième cellule est trop rapide pour que l'information ait pu passer de l'une à l'autre, y compris si on dépasse la vitesse de la lumière. Mais il n'est pas dit que rien ne dépasse la vitesse de la lumière. Okay. Donc, on se dit, ben non, c'est une action qui est non médiate. Il n'y a pas de communication entre la première et la seconde. Et bien sûr, c'est une action qui est acausale, parce que je n'ai pas touché à la seconde cellule. Je n'ai rien fait à la seconde cellule, je ne me suis occupé que de la première. Ce qui fait que quelqu'un qui, justement, vit ce genre de choses extrêmement fort, ce gros chagrin-là, cette déflagration émotionnelle énorme, il se prend sa main à trois. Sérieux. La personne qui sera en résonance avec, il se trouve que les personnes avec qui on est le plus en résonance, ce sont nos ascendants et nos descendants biologiques, nos parents et nos enfants. Donc même le petit jeune qui a 18 ans, qui en a peut-être déjà 26, qui lui aussi a traversé la crise, il a non seulement vécu le chagrin d'avoir envers son papa qui a sauté par la fenêtre du 30e étage, mais en réalité, il avait déjà été affecté par le désarroi et les angoisses de son papa. Il avait déjà été affecté. Son corps avait déjà été affecté. Parce que son corps et celui de son papa sont très proches. Ils sont en résonance. D'ailleurs, ils partagent le même patrimoine génétique. Il a bien sûr le patrimoine génétique de maman, le patrimoine génétique de maman. D'accord? Et c'est là où c'est intéressant, justement, de voir cette psychogénéalogie, justement, des émotions. C'est-à-dire que, et tous les livres l'ont dit, hein,
quand les parents mangent du raisin, c'est les dents des enfants qui sont agacées. En réalité, il s'agit véritablement de ça. Ce n'est pas qu'une parole de sagesse, c'est pas que de la philosophie, c'est pas que de la spiritualité, de la science. D'accord. C'est aussi de la science. D'ailleurs, il n'y a pas d'écart entre les deux. D'accord. Donc, on a véritablement quelqu'un qui aura appris que faire fortune, ça tue. C'est-à-dire, mémoire associative, fortune également. La preuve, le grand-oncle, il est mort. Il est mort, là, il est longtemps. D'accord. Dette également. Vous allez me dire, oui, mais lui, il a des dettes. Mais en fait, en vrai, vous êtes assis sur une chaise. Si vous tombez de la chaise, vous n'avez pas grand-chose. Normalement, vous devez, sauf statique. Si vous montez sur le toit de la Bastille et que vous tombez, la chute, les conséquences pourraient être un peu différentes. D'accord? Que fait le cerveau de quelqu'un d'un endetté chronique? Il le protège de la ruine. Il le protège du revers de fortune. D'accord? Donc, encore une fois, la réponse cognitive. Allez voir des coachs, machin, l'intelligence financière, machin, vous apprendre à gérer l'argent en tête. C'est bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, quand vous regardez, si vous lisez par exemple, de Robert Kiyosaki, il ne va pas vous apprendre grand-chose en matière de technique financière. Il va vous en apprendre quelque chose. Mais 70%, certainement 80% de l'enseignement de Robert Kiyosaki, c'est du mindset, c'est de la psychologie. C'est l'état d'esprit de l'entrepreneur prospère. C'est ça qui va vous apprendre. Les croyances qui vont avec. Okay? Et c'est là où d'autres vont vous accompagner sur le deuil, la résolution des traumatismes liés à l'argent. Et donc, forcément, de quoi protège finalement le cerveau d'un endetté chronique? De la chute. Mais comment est-ce qu'on fait pour se protéger d'une chute mortelle? D'abord, on ne monte pas. On reste en bas. On peut se faire mal en tombant de son haut. Mais en tombant d'en haut, on peut se tuer. D'accord? Non? En tombant d'en bas, on est déjà en bas. Et voilà. Mais en tombant de haut, là, on peut se tuer. Et encore une fois, le cerveau ne connaît pas. Dette, machin, il ne connaît pas ça, il s'en fout. Lui, il connaît le vivant. Il ne connaît même pas la maladie. Machin, il connaît vie. Bon. OK? Et puisqu'on parle de maladie, qu'est-ce qui va se passer? Malgré tout, Manuel, le mec, il est rotant. Hein, je me laisse pas abattre. J'y vais. Je fonce dedans. Bam! Il va foncer dedans. Et donc, il va rétablir un équilibre en forçant. Mais il ne va pas aller chercher, il ne va pas aller résoudre, il ne va pas aller faire le deuil de son arrière-grand-oncle. Hein. Il ne va pas aller résoudre son problème d'émotion face à l'argent. Il ne va pas aller contacter la peur panique qu'il a de faire fortune parce qu'il a une peur panique, une angoisse mortifère à l'idée de faire fortune. Il ne va pas aller contacter ça. Il va aller contacter des gens qui lui vendent des formations très chères sur Internet pour devenir millionnaire. Yes! Et vous savez quoi? Il va y aller. C'est ça le plus grave. C'est qu'il va y aller. Il va vraiment y aller. Il va y aller. Il va pas sauter par la fenêtre. Mais il va développer les Grecs anciens étudiaient le télos. Le télos, c'est ce que j'appelle l'ordre naturel des choses. Ça a donné la téléologie. Quand l'ordre naturel des choses est
déséquilibré est affecté, on va parler de pathos. Emmanuel va donc développer une pathologie. Quelle pathologie est-ce qu'Emmanuel va pouvoir développer? Pathologie. Un raté pancréas, je sais. Avant ça, avant d'en arriver au cancer du pancréas. L'instant. L'instant. Il va développer des infections respiratoires et il va développer surtout une peur panique du vide. Il va développer une peur panique du vide. Donc, il va se construire un château en Espagne. Il aura peut-être même l'hélicoptère avec un WP dessus, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai. C'est ça que plus un peu. J'ai. L'hélicoptère gris. Avec plusieurs dimensions. Et. Sauf qu'effectivement, il va. Oui, je sais. Je sais. Mais effectivement, il va développer des compensations symboliques. Donc, pour justement lui éviter de tomber, il va développer justement une peur de vide. Pour précisément lui éviter le chagrin, il va développer une maladie au niveau du poumon, une infection. Une inflammation, souvent un syndrome inflammatoire chronique, souvent. Pourquoi? Parce que l'inflammation, l'émotion, quand elle sort par un phénomène thermique, par un phénomène kinesthésique. Bon, du mouvement de la chaleur, plus simplement. La chaleur, on appelle ça une inflammation, quand on parle de tissu. Donc la chaleur qui va sortir du tissu. Pourquoi plus un tissu qu'un autre? Parce que l'émotion correspond à une fréquence. D'accord? Là, ici, vous l'avez vu. Chaque émotion, en fait, chaque émotion a sa fréquence propre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est comme ça que ça fonctionne. Le système, vous savez ça, je crois. Et donc, la fréquence de l'émotion va entrer en résonance avec un organe, avec un tissu qui est justement proche de cette fréquence. Et il y aura justement une résonance. Alors, comme on nous l'a dit au lycée, l'énergie la plus forte entraîne l'énergie la moins forte. Le chagrin, il est super fort. L'angoisse, super forte, va entraîner, en fait, la fréquence d'un organe qui en plus sera fatigué, d'un tissu, finalement, et on va développer une inflammation, un syndrome inflammatoire chronique. Parce que la fréquence de l'émotion sera entrée en résonance avec la fréquence du tissu. Okay? Et on sait que chaque tissu a une fréquence qui lui est propre. Le fameux tableau de Riff, qui est le même tableau de Riff. D'accord? C'est exactement le même. Alors on dit Riff ou Riff, je ne sais pas. Mais le docteur Riff, le professeur de Riff. D'accord? Et en fait, même si demain, ce même va en arriver à malgré tout prospérer, y compris par des moyens, par la force, il aura bien sûr généré un stress énorme, énorme. Et il va même arriver, je vous garantis que c'est vrai, il y a un jour, j'ai pris 3 jours à comprendre, je comprends que c'est vrai qui est en train de dire. Je rencontre un jeune homme, leader du marketing de réseau, machin, paf. Le mec me dit, Robéo, tu n'imagines pas, mais j'ai dormi, j'ai une Mercedes, j'ai un truc, j'ai machin, j'ai. Mais ça fait 3 jours que je dors dehors. Comment tu fais ça? Ça fait 3 jours que je dors dehors, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à rentrer chez moi, je ne sais pas, je ne veux pas, je veux même aller à l'hôtel, je ne sais pas. Ça fait 3 jours que je suis en errance comme ça, dans les rues de Paris. Je dors dehors. Le mec a un niveau de revenu moyen entre 25 et 32 euros. Ok? Ça te choque? Ça c'est un chien de milliardaire, ça.
Et effectivement, on a en fait toute une série de comportements que certains vont appeler déviants. Et j'ai vu des choses très particulières, y compris dans des classes très, très, très aisées. Et on a finalement des comportements qui sont extrêmement proches, mais je vous garantis, qui sont très, 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 très proches de ce type de conflit que l'on retrouve dans les classes populaires. Et même dans les classes, on parle de pauvres. Vraiment. Quand on parle de paupérisation, on parle de population comme on dit, dans l'administration, en insertion. Mais vraiment des personnes qui sont belges, franchement. On a les mêmes comportements. On a les mêmes habitudes. J'ai entendu des choses, alors c'est là que ça m'a commencé à me faire flipper, c'était il y a une dizaine d'années déjà. J'ai entendu le même discours de la part d'un clochard, en fait, de SDF, qui se saoulait à la pierre. J'ai entendu mes trois phrases. Je me dis, c'est pas possible qu'ils aient pu sortir les mêmes phrases. Et il y avait ce SDF qui se torchait à la pierre. Il y avait une espèce de gosse de riche qui, lui, se torchait au champagne. Il avait le même comportement, il avait le même état d'ébriété, c'est simplement que la bière et le champagne blanc, ça ne fait pas le même prix. Mais sauf que tu t'envoies une caisse de champagne blanc, ça fait à peu près le même effet que tu t'envoies une caisse de bière. Et le principe était effectivement le même. C'est là que je me suis aperçu qu'on n'est pas dans des logiques, j'ai envie de dire, externes. On est vraiment dans du traumatisme. On est vraiment dans ça. Et je vous garantis que toutes les fois, en tout cas, et c'est pour ça que je me permets de le partager avec vous aujourd'hui, toutes les fois, sans trop vous citer en plus de sources scientifiques, malgré tout, toutes les fois où justement j'ai accompagné ce genre de personnes, ce genre de situation, dans ces cas-là, au niveau vraiment émotionnel, il y a toujours eu des résultats. Toujours. Et des choses absolument extraordinaires. Pourquoi? Il y a ce que j'appelle l'effet plastique. Manel, malgré tout, il est limite obsédé par ça. Il est limite obsédé par l'argent. En plus, il est né de gens qui, après la crise, il y en a qui se sont quand même refaits. Il y en a qui ont réagi différemment par rapport à la crise de 2009. Il y en a qui, effectivement, ont rebâti des empires. Pas de souci. Et en plus, lui, il arrive de la troisième génération. Mais, donc, il est malgré tout élevé dans un univers de business. Dans un univers où, précisément, on va générer de l'argent, en plus, américain, donc il n'y a pas trop de problème avec ça. Mais justement, il n'a pas de problème culturel avec ça, mais il a un problème complètement interne avec ça. D'accord? Et précisément, rien qu'en faisant ça, en réalité, en désamorçant le conflit, on n'a pas du tout besoin d'accompagner ce mec-là pour qu'il aille, pour qu'il fasse fortune, pour qu'il prospère. Il sait le faire. Parce que vous avez bien compris que s'il a hérité du chagrin de son arrière-grand-oncle, il a également hérité de son savoir intellectuellement. Il a hérité de son intelligence. Il a hérité de l'expression génétique. Précisément, il est en résonance à tous les niveaux avec cet arrière-grand-oncle. Mais à tous les niveaux. Donc, il a une certaine facilité, effectivement, à générer de l'argent. Il a une très grande facilité à en perdre. Bien sûr. D'accord. Et c'est précisément pour ça que quand je fais un séminaire business, je parle très peu d'intelligence émotionnelle. Je vais répéter ce que dit Robert Kiyosaki ou l'autre. Par contre, on va aller chercher justement cette histoire de revers de fortune et l'émotion que ça provoque. Expérience vécue. J'ai planté moi-même une boîte comme ça. Il y a 3 ans, j'ai planté une boîte. Toute seule, comme ça, en 6 mois. Ouf. En 6 mois. Je me dis, non, ça peut être moi. Ça peut pas... Enfin, au début, je me dis, c'est pas moi. Parce que ça fait à peine 3 ans que la boîte existe. On passe de 9 350 000. Le mec, il s'est fait, quoi. Il gère. Et puis, en 6 mois, paf, rien. Donc, il y a un souci. Et je me suis fait la réflexion le jour où je me suis dit, zut, j'ai fait une connerie. Un jour,
je me suis rendu compte qu'effectivement, je bossais. Je faisais un truc que j'aimais, mais j'ai passé beaucoup de temps à travailler. Beaucoup de temps. Et je me suis dit, je vais mettre en place un truc, puisque tout le monde le fait, je vais mettre en place un revenu passif. Là, c'est quelqu'un qui rectifie les images. Je viens ça. Les revenus, le web marketing, le machin, le truc. Enfin, je suis fan de Facebook. Ouais. Ok, on va mettre en place. Paf, rien. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est ce que je suis allé raconter à mes compatriotes afrodescendants et particulièrement antillais. Parce qu'on partage une mémoire collective. En fait, en vrai. On partage une mémoire collective de tout un peuple qui a travaillé. En fait. De tout un peuple qui a souffert du travail. Okay? Et qui est passé d'un modèle économique qu'on appelle la traite négrière à un autre modèle économique qui est son pendant finalement, qu'on appelle le salariat. Okay? On est passé du code noir au code du travail. Il y a encore 5 ans, quand je disais ça, à la limite, il fallait que j'engage 3 quarts du corps. Mais aujourd'hui, tout simplement parce qu'un jour, il y a des gens qui ont décidé de faire ce que je leur ai recommandé de faire, ni le code noir, ni le code du travail. Voilà. Et plus en plus des trucs historiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que précisément, des gens qui sont passés de l'un à l'autre, ils ont donné de leur temps et leur vie pour gagner de l'argent. En fait, en vrai. Donc l'argent, en plus, c'est écrit dans le livre, ça se gagne à la sueur du front. Sauf que personne ne s'est posé la question de savoir ce qui faisait transpirer le front. Vous avez dû remarquer que ce qui fait transpirer le front, c'est pas du tout ce qui fait transpirer le coude. C'est ce qu'on appelle l'huile de coude. On appelle ça de l'huile de coude parce que le coude, il n'est pas dans le front. D'ailleurs, vous ne pouvez pas toucher votre coude. Vas-y, toi. Moi, j'y arrive pas. Il fallait que je fasse quelque chose de live pour avoir plus de souplesse pour toucher mon coude avec mon front. Mais on en est là. On est dans une mémoire, effectivement, complètement collective, où effectivement, travail égale temps, travail égale pénibilité, et donc argent égale pénibilité. Argent égale souffrance. En plus, il y a des figures d'autorité, et en matière de neurosciences, on le voit, quand la figure d'autorité parle, on peut même observer chez ce que certains neuroscientifiques ont appelé l'effet Lucifer. C'est ce qui a donné, par exemple, le nazisme, en fait. Quand une figure d'autorité parle, et la figure d'autorité de l'époque, qu'on a appelé tonton, le mec qui dirige le pays, on l'appelle tonton, vous imaginez? Je parle de François Mitterrand. Dit, j'ai horreur des gens qui s'enrichissent en bande. Et puis, il y a un autre qui vient derrière et qui dit, la première dignité de l'homme, c'est le travail. Qu'est-ce que ça dit, monsieur? La première dignité de l'homme, c'est le travail. Et je vous garantis que je connais des gens qui gagnent bien leur vie, qui s'affichent. En fait, parce qu'ils travaillent. C'est exactement d'ailleurs la problématique que j'ai retrouvée avec une ancienne sportive de haut niveau. On a commencé un travail sur justement le deuil du sport de haut niveau. Parce qu'en fait, quand vous avez été sportif de haut niveau, vous avez gagné genre la Coupe du Monde. En fait, en vrai, il se trouve que vous pouvez être un petit peu à la vie du besoin jusqu'à la fin de vos jours, et peut-être même quand vous auriez un petits-enfants aussi. Sauf que vous avez des gens qui ont une vraie culpabilité, en fait, par rapport à ça. Parce qu'ils ont mal vu, c'est encore de revenus, mais ils ne bossent pas. Ils ne travaillent pas. Ouais, il y a un souci par rapport à ça. Il y a un souci. Et donc, du coup, très très mal vu, en fait. Pourquoi encore très mal vu? Le fait de ne pas travailler et de gagner de l'argent. Vous savez qui faisait ça? C'était ceux qu'on appelle les traîtres, en fait. Il y a un gars qui est un mec de génie, hein, le mec qui a inventé l'esclavage mental. Et jusqu'à présent, on n'en est pas sorti, il s'appelle William Lynch. Et Lynch, en fait, c'est de lui qu'on doit le mot lynchage. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait effectivement des personnes, des gens dans les plantations, et puis en fait, on en torturait un par mois.
comme ça. Juste histoire de rappeler aux gens, s'ils avaient l'intention de s'enfuir, ce qui devrait leur arriver. Et bien sûr, on torturait ceux qui essaient de s'enfuir et qu'on rattrape. Il y avait aussi un phénomène sur les plantations qu'on appelait le phénomène des empoisonneuses. Heureusement, il y a des empoisonneuses. On connaît les vaccins sur pas vives. Il y a des empoisonneuses. Comment est-ce qu'on a endigué les empoisonneuses? Ben, un peu comme les nazis faisaient, en fait, en appelant à la délation. Et donc, du coup, on a affecté quelque chose qui est extrêmement agréable au fait de dénoncer les empoisonneuses. Et donc, dénoncer l'autre. C'est quoi le truc extrêmement agréable? C'est que justement, ces gens-là, ils quittaient les champs, ils devenaient des experts de maison. Donc, ils étaient habillés, ils avaient beaucoup de feu. Et ils avaient même le droit de se marier, ils avaient un lot de paix, ils avaient une case, etc. Donc, on a un ressenti extrêmement agréable au fait de dénoncer finalement l'autre. C'est un peu exactement comme ça que fonctionne, je vous ai dit, les nazis s'en sont servis, plein d'autres, hein, dans toute l'histoire de l'humanité, on retrouve ça. Donc on a des personnes qui justement, malgré tout, vont grandir avec finalement cette culpabilité-là, d'être malgré tout sortis effectivement des champs. Et on a aussi des personnes qui sont restées dans les champs qui vont grandir avec une amertume par rapport à ces personnes qui ont effectivement gagné, entre guillemets, non pas une liberté, mais une certaine aisance, et particulièrement une aisance matérielle, sans famille. D'accord. Et du coup, vous pensez bien que quand moi, tout entier que je suis, ouais les gars, mettre en place des revenus récurrents, machin, le cerveau dit non, machin, quand tu veux pas. Non, oui, tu fais pas. C'est pas vrai que tu fais pas. Et je vous garantis qu'à l'époque, j'étais à fond dans les Tony Robbins, les Ferris, ces machins comme ça, j'étais à fond dedans, à fond. Et en plus, j'avais des potes qui réussissaient, j'avais des copains qui vraiment réussissaient. J'ai un pote qui est devenu millionnaire, rien qu'en fréquentant des millionnaires. On a entendu parler d'épigénétique. Il s'est dit qu'il n'avait pas du tout envie de travailler. Et donc, comme on lui a dit qu'il serait la moyenne des 5 personnes avec qui il passerait le plus de temps, il a décidé de passer du temps avec des gens qui étaient millionnaires. Et je vous garantis que les millionnaires. Je l'ai vu aujourd'hui. Si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vu dans son rapport. Et donc, à cette époque, je me dis, mais c'est cool. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Mais non. Mais non. Et on passe comme ça de 300 000 à moins 60 000 en 6 mois. Mais c'est limite un miracle, en fait. D'ailleurs, je l'ai écrit dans le premier bouquin que j'ai écrit, qui s'appelle Time to Write. Parce que pour moi, c'est un miracle, en fait. C'est impressionnant. Je n'arrive pas à expliquer comment on passe de 350 000 exactement à moins 61 000. Je n'arrive pas à expliquer ça. Pour moi, c'est vraiment un miracle. Sauf que c'est un miracle négatif. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un truc derrière ça. Parce qu'il fallait quand même être fort. Il fallait quand même être fort. Et je vous garantis que j'ai pas acheté ce truc-là. C'est un chien qui a l'habitude des bactéries. Hein? On saura tout. Vous savez comment on peut tout savoir sur la vie d'un chien et puis mettre qui va avec. Elle est arrivée avec tiens. Et voilà. Ah, elle est donc voilà. Et effectivement, alors c'est vrai que depuis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de lire Tim Ferriss. J'ai arrêté les séminaires d'intelligence financière. En tout cas, les séminaires techniques d'intelligence financière. Et justement, fort heureusement, j'ai rencontré des gens comme des formateurs issus des centres de formation, justement, de Robert Kiyosaki et des autres, en fait. Et c'est effectivement une histoire de mindset, finalement. Et effectivement, une fois qu'on a libéré cette histoire de mindset, finalement, on devient hyper créatif. On devient hyper créatif. On joue au Monopoly, mais c'est génial. Hein, sauf que c'est des vraies bières. C'est des vraies maisons. C'est magnifique. C'est magnifique. Et pour le coup, c'est des vraies bêtes clés. Et pour le coup, ça devient complètement naturel, complètement normal. Et je vous garantis que c'est normal. Mais vraiment, je peux témoigner encore une fois d'une accompagnée. Je dis rarement longtemps.
mais d'une accompagnée qui, en janvier 2018, faisait appel à l'assistante sociale pour payer son loyer et donner à manger à sa fille. On est aujourd'hui le 15 juin 2018. La femme dont je vous parle, c'est vrai qu'effectivement, elle a fait des rencontres sympathiques, mais au moment où je vous parle, c'est vrai en plus, hein, au moment où je vous parle, elle passe le week-end dans un relais château. D'accord? Ouais, j'y suis jeune. Un relais château. Une Bentley garée devant un relais château. D'accord? Alors, pour les internautes, en fait, juste pour vous expliquer qu'à certains mots, il y a un magnifique chien qui est là, il est tout mignon, mais il réagit. Dès qu'il entend Bentley, mignon, relais château, du coup, il réagit. Voilà. Et je vous garantis que c'est vrai. Je vous garantis que c'est vrai. Quand j'étais justement en tournée aux Antilles-Guyane, elle m'envoie une vidéo, elle essaie, elle me dit tiens, ma nouvelle voiture. Bon. Elle était à 206 km/h sur l'autoroute. C'était pas une truc. Je pense pas que ça aille aussi vite. Donc voilà, pour ça peut-être manipulé. Mais il y avait un cockpit virtuel. Ouais. Un truc avec 4 anneaux devant. Donc voilà, et on en est vraiment là en fait en vrai. Et c'est là où c'est hyper important, effectivement, de prendre conscience de certaines choses. Le comportement que je vis, c'est ce que je veux vivre. D'accord? Alors, effectivement, j'ai plutôt bien joué, effectivement, une technique de thérapie brève qui permet justement de désamorcer un traumatisme, une phobie, etc., en une séance. C'est vrai. Alors, après, il vaut mieux faire du live derrière, parce que ça bouge. Je suis un peu comme ça, je vis un petit peu en porte-pièce. Mais je recommande en tout cas aux personnes qui font ce genre de démarche, justement de faire du live derrière, de laisser passer quand même 3 semaines, et de faire du live derrière, justement pour réharmoniser finalement tout le système. Parce qu'on est en train, vous pensez bien, hein, vous passez votre vie avec un traumatisme, et puis du jour au lendemain, il y a un mec qui vient avec ses gros sabots et vous aurez votre traumatisme. Ce système il tombe. Simplement. Parce que votre équilibre, il est là. Paf, et en fait, je vous donne un croche-pied. Paf. Et vous vous retrouvez par terre, simplement. Alors, effectivement, vous allez vous relever devant Relais Château avec la bête qui est devant et le chien. Mais on est d'accord. On est d'accord. Et c'est là que la patronne va nous expliquer comment on fait avec la machine qui est là pour réinformer et désinformer justement le système et trouver justement, alors en termes de, pour le coup je l'ai vécu, trouver justement le conflit en fait, même en termes du lien finalement qu'on a avec la personne avec qui on a un conflit. Et c'est hyper précis, hein. On peut trouver l'attente, l'embauche. Moi je me souviens que quand on avait fait j'avais trouvé un truc par rapport à une tente. Et en fait, la machine dit, effectivement, conflit, telle émotion, et puis la personne engagée, c'est l'attente. Comment tu sais ça? Comment tu viens de dire? C'est véritablement ça, en fait. Et c'est pour ça que vraiment, c'est effectivement une machine révolutionnaire, c'est génial. Il y en a qui le font sans machine, c'est vrai. J'arrive effectivement à le faire sans machine, parce qu'en fait, en vrai, on peut effectivement faire désamorcer, même si on ne sait pas, on ne connaît pas les réponses. Même si on ne la connaît pas. J'ai cherché, j'ai retrouvé, j'ai trouvé. Et pour le coup, effectivement, il va vraiment fort, un petit peu à notre entreprise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste, à partir de ce moment-là, la séance de live derrière, ça peut être intéressant justement pour regarder tout ça. Même si on a déjà effectivement fait l'exploration, même si on a déjà fait la résolution. D'accord. Donc, j'avais dit que je serais moins long cette fois-ci, et c'est vrai, parce que ça ne fait qu'une heure que je parle. Donc, oui, parce que c'est le temps des questions. Je vais en profiter Oui. pour
tu sois là pour que tu nous expliques à nous tous les difficultés qu'on a avec le mail, c'est de comprendre tout ça. Et ce tableau, je sais qu'on avait travaillé ensemble et qu'on avait dit que, par exemple, quand on arrive sur le mot délire, c'est pas délire. Et que j'aimerais que tu me réexpliques le mot délire, le mot convoitise, tous ces mots qui, quelquefois, on dit on a peur quand tu as fait le test potentiel et que ça sort en délire, tu vas dire aux gens, vous délirez. Tu vois, ça ne va pas du tout, et il faut que tu leur expliques que ce n'est pas vraiment ça. Et dans l'autre tableau, j'ai aussi toute une série d'items qui sont aussi en difficulté, par exemple, dans l'item de la pensée, mais on peut y revenir. Donc, tu peux déjà nous expliquer un petit peu ça. Alors, comment ça fonctionne, évidemment, pour ceux qui le connaissent, pour ça, mais ici, on fait un test potentiel. Et on a un bilan des émotions majeures qui sortent. Et après, on va dans un autre programme et on va travailler en finesse l'émotion. Et on va voir au fur et à mesure quels sont les pourcentages de déséquilibre. Alors, juste ce qu'il peut nous expliquer, hein, vous êtes d'accord là-dessus parce que... Merci. Alors, effectivement, on va prendre le cas du délire. Le délire, en fait, en soi, c'est un état assez particulier. C'est-à-dire que on va avoir finalement des sensations et des perceptions de choses qu'on ne perçoit pas. D'accord? C'est-à-dire que un délire, c'est, je sais pas, je vais justement, si je reprends le cas de Manuel, en fait, il va, je sais pas, peut-être s'asseoir au volant de sa Bentley et il aura un vertige alors qu'il regarde le sol. D'accord? L'aspect délire, c'est justement quand on a justement un surapprentissage. La particularité du surapprentissage, c'est que non seulement l'émotion est extrêmement forte, mais l'information elle-même est déformée. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, est arachnophobe voit une araignée grosse comme celle du musée Guggenheim. C'est vraiment ça. Hein. Et je vous garantis que c'est vrai. Je l'ai vécu moi, avec une amie. Chaque araignée est grosse comme la grosse araignée qui est devant le musée Guggenheim. Okay, et en fait, la notion de délire, c'est justement quelque chose qui va perturber, enfin, oui, on peut dire perturber, y compris la perception sensible. Là, j'entends ce que j'entends, ce que je sens, ce que je goûte, ce que je touche, ce que je vois. Okay, et donc, si on est là, si là, dans le test, on a ça qui apparaît, la notion de délire, à mon avis, il faut aller chercher vraiment dans un truc extrêmement fort. Genre, mais la grosse phobie. Le gros truc, mais énorme. Quoi. La peur angoissante, mortifère, mais en plus de l'émotion, encore une fois, à la rigueur, c'est là qu'il faudrait peut-être demander à la personne, justement, de parler, finalement, de conflit, de ce qui lui fait le plus peur. Alors, même si on n'aura pas exactement, elle ne va pas aborder un sujet qui concerne exactement, dans un premier temps, sa situation, mais ça va le rappeler symboliquement, de toute façon. Donc, dans la notion de délire, encore une fois, on parle du principe que la personne en face, elle est pas folle. D'accord? Son cerveau ne disjoncte pas. Par contre, il y a une telle urgence, en fait, et une telle importance par rapport au sujet qu'elle peut effectivement tomber dans des délires. Okay? Dans un délire paranoïaque, dans un délire mystique, dans des choses comme ça. Vraiment. Ok. Alors, par exemple, je dis anxiété. Anxiété, le souci, c'est qu'on a tellement ce genre de choses-là dans nos vies quotidiennes que finalement, on finit par oublier ce que ça veut dire. Il y a quoi une anxiété? Je suis anxieux de quoi? L'anxiété, l'état d'anxiété, c'est véritablement un état où on pressent la perte. Je pressens la douleur de la perte.
la douleur de la perte de l'enfant, la douleur de la perte du travail, la douleur de la perte de l'argent, la douleur de la perte de la relation. Et donc, si justement je développe cette anxiété-là, en plus l'anxiété c'est quelque chose qui est complètement latent. On a effectivement des crises d'anxiété, on n'a pas confondre avec des crises de panique, mais l'anxiété c'est quelque chose qui s'installe de façon très latente, qui se sédimente finalement dans le système. D'accord? Et donc on sera anxieux à l'idée de perdre. C'est typiquement des gens qui vont dire... par exemple, justement, vous savez, les gens qui tiens, hier, j'ai eu un cas comme ça, d'une fille qui passe des auditions, elle est toujours en finale, elle est toujours rejetée. Elle est toujours shortlistée, et j'ai dans le cas professionnel aussi, toujours shortlistée, hein, mais les mecs, mais toujours rejetée en finale. Ok? Donc, on a ici, si en plus quelqu'un vient faire un test sur le live, et qu'on a l'anxiété qui sort, on a forcément quelque chose de l'ordre justement de la peur de ressentir la perte d'eux. D'accord? Donc ça on a c'est pour ça que c'est vrai que toute la magie finalement du live, c'est les personnes qui, les thérapeutes on dit, les praticiens. Ouais, les praticiens. Parce qu'effectivement, l'interprétation des résultats est très très importante. Et c'est d'ailleurs, j'entendais Nelda vous convier à une, c'est quoi, c'est un échange de pratique ou des choses comme ça. C'est absolument fondamental parce qu'en échangeant sur des cas, ça fait 20 ans que je fais ça, hein. En échangeant sur des cas, justement, on peut avoir justement des résonances qui vont impacter justement l'interprétation qu'on aura d'eux. C'est d'ailleurs la raison que je vous ai expliqué le principe justement de l'intuition, c'est parce que il y a toujours matière à réflexion, à interprétation quand on fait une exploration, même à un niveau cognitif. Et là, à un niveau technique et scientifique comme ça, malgré tout, c'est pas la machine qui dit, en fait, c'est le thérapeute qui va dire. Et le thérapeute a une relation en plus avec son patient, à qui va collecter effectivement des infos, et la machine va l'orienter. D'accord? Et bien interprété, là on peut arriver, on arrive à des miracles en vrai. Pourquoi? Parce que la réinformation se fait par la machine, mais aussi par le praticien. Parce que quand le praticien va donner l'interprétation de la machine, à ce moment-là, le cerveau de l'autre reçoit plusieurs informations. L'information des fréquences qui sont émises et l'information du praticien qui est en train de parler à l'autre. D'accord? Et là, on a des résolutions qui peuvent être de l'ordre de l'instantané. Très clairement. Très, très clairement. Okay. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question totalement ou... Je ne sais pas. Oui. Il y a aussi la cupidité. Cupidité. Ah! Quand on sort cupidité. Alors, c'est ça qui est intéressant parce qu'on n'est pas sur un double fond, on est sur un triple fond. Pourquoi? Parce que la cupidité, en fait, en vrai, c'est pas quelque chose qui existe en soi. D'accord? La cupidité est... Alors, on va essayer de faire une phrase pas trop compliquée. La cupidité, c'est le jugement qu'on va porter sur une transgression apprise. Je ne sais pas. Mais encore? Désolé. En plus compliqué. En plus compliqué? D'accord. La cupidité. Tiens, alors on va prendre l'exemple de Manuel, parce que souvent on associe ça aux histoires d'argent. On va dire que quelqu'un qui est cupide, c'est quelqu'un qui, justement, a appris, dans le sens vraiment pédagogique du terme, a appris des normes, en fait, de gestion de l'argent et de rapport de l'autre avec l'argent. Donc, du coup, il aura appris que, par exemple, voler, c'est mal. Escroquer, c'est mal. Mais ça, c'est déjà un apprentissage. D'accord? La cupidité sera le jugement que lui-même, en fait, va poser sur le fait que, malgré tout, il va transgresser. C'est pour ça que je dis que c'est le jugement que l'on porte soi-même sur la transgression d'un apprentissage. C'est fin, hein, je sais bien. C'est très fin. Mais dans le même temps, quand on le regarde comme ça, pourquoi?
Parce que si je défais cet apprentissage, si je défais non pas l'apprentissage de l'escroquerie, mais l'apprentissage du fait que, et je vais loin volontairement, du fait qu'escroquer les gens, c'est pas. Si je défais ça ne va pas apparaître. Bien sûr. Parce que je n'aurai pas de réaction émotionnelle au fait d'avoir commis quelque chose qui serait vu comme une escroquerie. D'accord? D'ailleurs, c'est là où ça peut être très fin, en fait. Où on a des personnes qui sont, et c'est pour ça que je prends le cas de Daniel, il y a des comportements, justement, qui sont admis dans certains groupes sociaux, qui ne sont pas admis dans d'autres. D'accord? Particulièrement par rapport à l'argent. On ne vit pas l'argent en France, en Meurthe-et-Moselle, comme on la vit à Monaco. Comme on le vit à Dubaï. D'accord? Donc, si je me retrouve face à de la cupidité et que je dis, ouais, ben, c'est simplement que le gars, il est dans une limite dans une méchanceté, il est cupide. Mais déjà, je porte un jugement. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que la machine qui porte un jugement? Ben, non, c'est pas la machine qui porte un jugement. C'est le sujet qui va porter un jugement sur son comportement. Parce que ce comportement vient transgression de l'apprentissage. Et ça, vous comprenez, justement, le simple fait d'avoir du mal à le formuler et même à l'entendre, parce que quand je vois vos têtes, quand je vous explique, c'est compliqué. Mais vous pensez bien que, imaginez la confusion qu'il y a dans le cerveau du sujet lui-même, qui sera sujet à cette cupidité. Et la différence avec la convoitise, alors? La convoitise, c'est, alors, gros sentiment, alors, culpabilité, cupidité, culpabilité, forcément. Convoitise, manque. Si je convoite quelque chose, c'est parce que j'estime en manquer. Et si ça ressort là, c'est que je ne suis pas d'accord avec le fait de manquer. Ça arrive d'ailleurs très souvent à des personnes, par exemple, le cas qui me vient, c'est une femme qui n'arrive pas à avoir un enfant. C'est injuste, justement, que ma copine, que ma pire ennemie, la paupiasse d'à côté, la cagole, c'est injuste qu'elle ait deux gosses. Moi, je ne sais pas. Okay? Et je le dis volontairement, hein, parce qu'il y a une vraie colère par rapport à l'autre. Il y a un vrai sentiment de convoitise, mais en réalité, le truc qui fait mal derrière la convoitise, c'est le manque. J'ai pas. C'est mon envie, le manque finalement de maternité qui va provoquer justement chez moi cette limite. Je lui aurais volé son gosse. Ou je lui aurais tué d'ailleurs. Parce que ça ne peut pas, je lui prends son gosse. Mais limite, c'est ça. C'est de la cupidonté. C'est de la cupidonté. De la cupidonté? On peut dire que c'est comme ça. Mais on en est là. Vous voyez le principe de l'interprétation. En fait, en vrai, ce qui est important, c'est véritablement d'aller chercher. C'est pour ça que je parle de double voire de triple fond. Et c'est comme ça qu'on arrive à être hyper fin. Et en fait, une fois qu'on est extrêmement fin dans l'exploration, j'ai envie de dire le diagnostic, ben, pour le coup, on est extrêmement précis et super rapide dans la résolution. D'accord? Parce que si j'ai compris que la fille en face, elle est tout simplement en train de pleurer comme une gamine, j'ai pas d'enfant. Si j'ai compris ça, je sais précisément que le conflit que j'ai, c'est pas simplement si j'obtiens, j'aurai. Parce que curieusement, je sais pas si c'est déjà arrivé, alors peut-être que à des thérapeutes, on pourrait poser la question. L'objet de mes désirs. Jour, mon frère, c'est déjà. Okay. Pourquoi est-ce que je veux tellement que mon prince vienne? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en très forte, reprenons le cas d'analyse. Je suis en très fort manque. D'accord? Et je suis dans une très forte insatisfaction. Si demain, Anaïs avait pas l'air de rencontrer un super coach en séduction, ou encore
cas que m'a rapporté un collègue. Anaïs va avoir une chamane. Il va faire ce qu'on appelle le rituel éternel. Le rituel lui-même s'appelle le rituel éternel. Vous vous rendez compte? Je vous garantis que c'est un exemple que je vous donne. Et donc, Anaïs, par toutes sortes de magie, mais dans le sens large du terme, là on est vraiment dans la magie noire. Elle va effectivement attacher, elle va marrer, comme on dit chez moi, le gars. Et le mec, il sera dans la raison. Il sera là, il sera fidèle. Ils ont le mec, il est, oh, c'est Anaïs plus pour moi. Il n'y a pas de souci. Cette Anaïs sera complètement rangée. Je viens de rentrer son live. C'est où? Pourquoi? Parce qu'elle a obtenu l'objet de ses désirs. Mais, c'était pas son intention. L'état d'esprit dans lequel il était, c'était quoi? C'était du manque, de l'insatisfaction. Et donc, même maintenant, qu'elle a, par des moyens, parce qu'en plus, elle sait que culpabilité, elle sait qu'elle a fait le rituel interdit. Mais elle ne l'a pas fait par amour d'elle-même. Elle a fait pour combler cette blessure. Et elle a effectivement le prince charmant qui est là, qui lui fait le petit déjeuner tous les matins, qui lui donne 3 orgasmes par nuit. Mais elle a une énorme culpabilité, un énorme sentiment de convoitise. Parce qu'elle n'a pas résolu ce convoitise. Elle n'a pas résolu le manque, en fait. Et elle va toujours en manquer. Et elle va poser ça, elle va, pour le coup, devenir dépressive, parce que c'est ce qui est arrivé, en se disant, mais si je n'avais pas fait ça, est-ce qu'il serait resté? Et la question, est-ce qu'il m'aime? Ah! Est-ce qu'il m'aime? Vous imaginez l'angoisse? Imaginez le truc? C'est pour ça que. Alors, je vous raconte des choses que ce sont des anecdotes, mais il y a 20 ans d'anecdotes derrière, en fait. D'où l'importance, justement, des échanges de pratiques. Parce que ces choses-là, on ne vous les apprendra jamais dans le livre. Vous allez pouvoir trouver éventuellement un formateur qui va vous dire tiens, je vais vous raconter un truc qu'on vous raconte jamais dans les livres. Mais, je sais pas, par exemple, la correspondance avec certaines fleurs et l'acte sexuel, bizarre. Mais pourtant, ce sont des choses que précisément les personnes vivent, en fait. Et c'est ça qui arrive à nous donner une vision beaucoup plus fine, beaucoup plus claire, finalement, de la réalité, finalement, des personnes. Comment est-ce qu'on connaît la réalité de quelqu'un? Comme dit Hermès, ce qui est dehors est comme ce qui est dedans. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Afin que se réalise le miracle de la vie. D'accord? Et ce qui est dehors, c'est ce que mon inconscient, en fait, vit. Ce que l'autre me dit, l'autre répond toujours à mon inconscient. Ma belle-mère, qui je ne supporte pas, répond à mon inconscient. Okay? Ces hommes qui n'arrêtent pas de me ghoster, qui n'arrêtent pas de me maltraiter, ces pervers narcissiques en série que je n'arrête pas de rencontrer, ils répondent à mon inconscient. D'accord? Ils sont en train de compenser symboliquement, justement, des problèmes complètement émotionnels que j'ai. Et que j'ai certainement, encore une fois, hérité de. Parce que si je regarde ma vie, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, regarde la vie de maman, regarde la vie de grand-maman, et encore une fois, la vie, effectivement, quand je dis la vie, c'est avec les deux orthographes. Effectivement, de l'ascendant, l'histoire de la famille, et même l'histoire nationale, même l'histoire collective. Parce qu'on nourrit cet élément-là, en fait. C'est ça le point. On a toujours des archétypes qui nous sont donnés, en fait, autour de nous. Il y en a toujours. Et justement, les réalités archétypales qu'on a autour de nous, encore une fois, sont nos réalités, sont notre structure cognitivo-émotionnelle et inconsciente. C'est vraiment ça. D'où, encore une fois, la question de l'interprétation du résultat qu'on a ici. Et encore une fois qu'on a l'interprétation, on a quand même des résultats. Quand tu parles de psychogénéalogie, ce qui arrive très très souvent, alors cupidité va souvent avec souvent cupidité va avec convoitise, hein, quand on a les deux, généralement on a les deux mauvais chiffres qui vont là, c'est là. La peur va souvent avec le délire. Et alors ce que j'ai,
souvent c'est jalousie et je ne sens pas l'autre jalouse. Mais par contre, on est connecté dans la jalousie de l'entourage. Et là, c'est encore autre chose. Donc, c'est lui qui a son impact de la jalousie qui vient d'ailleurs. Et tu parles de psychogénéalogie, et ça, c'est important. C'est que comme on est tous connectés, dès qu'on agit sur une personne, on a le résultat sur l'autre. Et là, ça nous arrive très souvent. Et la jalousie, alors là, c'est caractéristique. C'est jamais... C'est pas de dire, oui, moi je suis pas jalouse, c'est pas vrai. Oui. Moi je ne bois pas d'alcool avec la bouteille de vin. C'est la même chose, je ne suis pas jalouse. Mais c'est vrai que tu le sens que l'autre n'est pas, que cette personne que tu es en train de traiter n'est pas jaloux, mais il est impacté par la jalousie de l'autre. Ça veut dire qu'il y a plein de gens jaloux autour. Et pareil pour le pouvoir. Souvent tu as des chiens battus qui arrivent comme ça et ils te sortent un pouvoir et tu dis, c'est pas lui qui a le pouvoir. C'est-à-dire qu'il est. Je pense que la traduction est mauvaise, il faut trouver un autre mot. C'est les conséquences. C'est les conséquences du pouvoir des autres. Voilà, donc ça c'est les deux trucs qu'on voit comme ça, complètement l'envers. Et je ne sais pas si tu vas terminer là-dessus, mais je voulais après vous montrer dans l'émotionnel, quand on travaille sur les personnes, d'abord le père, la mère, les enfants, etc. En fait, vous impactez, vous récupérez la connexion à l'autre. Et vous changez le regard à l'autre. Le regard qu'on a, soi, sur l'autre. Mon père ne m'aime pas. Et puis, 15 jours après une séance, il dit, il n'est plus la peine de traiter mon père. Je n'ai pas compris, tout se passe bien. Tout se passe bien. Et en psychogénéalogie, une petite histoire. Et après, je te rends j'ai un couple un couple qui arrive, je traite la dame, qui je sais plus quoi, et le monsieur a des problèmes de jambes, il n'arrive plus à marcher. Et là, l'épouse, on l'a dans une pièce, et l'épouse me dit, mon premier mari, on l'a amputé d'une jambe, mon deuxième mari est mort, je ne sais plus quoi, dans les jambes, et le troisième, il arrive en disant, j'arrive plus à marcher. Ce que je dois faire, j'aimerais bien divorcer en courant, mais bon. Comme quoi, il faut faire attention au passif. Il faut demander le CV amoureux, comme dit ma collègue Michel Gonalves. Il faut demander le CV amoureux des personnes historiques. Avant que j'oublie, sur la jalousie. Oui. En fait, n'oublions pas que nous sommes sur un monde duel. D'accord? Dans la jalousie, il y a forcément une part d'admiration. Ben oui, je suis pas jaloux, mais tout le monde me jalouse. Ça, j'entends ça souvent, d'ailleurs, les Antilles. Ils sont tous jaloux. Pourquoi ils sont jaloux? Ils sont jaloux de moi. Qu'est-ce qu'elle dit, cette jalousie? Que je vis, pas la jalousie que je ressens, hein, parce que je dis, mais non, je ne vais pas convoiter, ça va être clair. Je ne suis pas jaloux. Mais l'autre est jaloux de tout ce que j'ai, de ce que j'ai pas et de ce que je suis finalement. Et ça répond à quoi? Ça répond effectivement, je vais le lier à ça, à une admiration que je n'ai pas de moi-même. Ah oui. Ah ben ouais. Ah ben ouais. Aimer, c'est quelque chose. Admirer, c'est autre chose. Les personnes, comment est-ce qu'on désamorce la jalousie? L'estime de soi. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui subit la jalousie des autres alors qu'elle s'estime elle-même. Oui. Donc, pas possible. Si vous avez de l'estime pour vous-même, personne ne vous jalouse. Eh non. Eh oui, comme quoi, hein? Comme quoi, hein? La mécanique est parfaite. Et qu'est-ce qu'il y avait là? Tu m'as dit, il y avait la jalousie et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? La convoitise. La convoitise. Non, on l'a vu, la convoitise. Non, la convoitise. Le pouvoir. Le pouvoir. Ah, le pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi je fais tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas reconnu. L'autre exerce son pouvoir sur moi. Mais pourquoi je le vis mal?
Parce que les personnes qui viennent vous dire ça sont des personnes extrêmement décides. Vous savez comment on appelle ça? Dans certains pays, on appelle ça des gens bien élevés. C'est quoi quelqu'un qui est bien élevé? C'est quelqu'un qui est obéissant. Il est docile. Il fait exactement tout ce qu'on lui dit de faire. Tu fais comme bien. Tu fais exactement ce que je te dis de faire. La preuve. Mais à l'âge adulte, en fait, l'autre, effectivement, je vais dire oui, mon patron, ou même ma compagne, ou même mon ami, ou même mon père, ma mère, est dans un abus de pouvoir sur moi. La vraie question, c'est pourquoi tu te laisses faire? Mais oui, qu'est-ce que tu recherches, en fait, en te laissant abuser? Que l'autre reconnaisse que je suis quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'il cherche à protéger au niveau du cerveau? Par rapport à l'abus de pouvoir? Oui. Ça peut être... Alors, l'exemple qui me vient, c'est un réalisateur argentin qui avait connu la dictature et qui, justement, ne pouvait pas, en fait, réussir alors qu'il était réalisateur parce qu'il avait justement du mal à donner des ordres. Parce que pour lui, donner des ordres, ça lui rappelait la dictature qu'il a subie dans son vie. D'accord? J'ai souvent vu ça, hein, chez des ressortissants de personnes qui ont connu la guerre, la dictature, des choses comme ça. J'ai souvent vu ça, très souvent. Moi, je n'ai pas connu, donc je ne sais pas, mais du coup, je le vois. Je le vois. Chez des gens qui ont connu les Pinochet, les machins, les Castro, enfin, voilà. Ou l'autorité chez un membre de la famille exacerbée. Oui, aussi. Mais c'est vrai que c'est plus facile à repérer quand on est dans une mémoire collective. D'accord. Autrement, effectivement, dans l'histoire généalogique, on regarde finalement qui était le père, comment est-ce qui étaient les figures d'autorité, parce que c'est pas forcément le père. Oui. Qui était la personne. ou la femme qui réglait tout le monde à la baguette. Enfin, à l'époque, la baguette, c'était des rouleaux à pâtisserie. Et pour le coup, ça existe vraiment. Je pensais que c'était une image d'épinal, mais c'est vrai. Les gens qui étaient réglés au rouleau à pâtisserie. Et physiquement, en fait, reçoivent des coups. Et donc, se laissent abuser parce que ce qui est en train de se vivre, ce qui est en train de se faire, je fais un transfert, bien sûr. Je suis en train de montrer à maman, mais je fais exactement ce que tu veux me faire. Alors, il s'agit effectivement du supérieur hiérarchique, il s'agit du voisin, il s'agit de n'importe qui sur qui j'ai fait un transfert, mais inconsciemment, je suis en train de prouver à maman que je suis quelqu'un de docile. Et donc que je suis quelqu'un de bien, que je suis bien élevé, je fais tout ce que je peux lui faire. Ouais. Souvent. Il faut des questions. C'est à ce moment-là, à 21h, j'avais promis aux amis internautes que je ne serais pas long. Et donc, comme on passe aux questions-réponses, on va saluer toutes les personnes qui nous ont... Alors, désolé, je n'ai pas pu répondre aux personnes puisque... Voilà. Donc, je salue toutes les gens qui nous regardent de Tunisie, de Paris, de Martinique, etc. Et on se retrouve bientôt. Enfin, bientôt, je sais pas. Bientôt, on espère bientôt. Il y a 300 personnes connectées. Donc, sur Quentinforme ou ailleurs, sur la page romeocorman.com. À bientôt, bye bye. Enfin, j'ai dit romeocorman.com, la page Facebook Roméo Corman, coach intuitif. Je vous aime. Bye.